Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar, yon magazine analyse aktualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour être écouté nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec la plateforme internet. Et puis tout, peut-être regardez nous sur Facebook avec YouTube, profitez abonner sous chaîne YouTube nous avec page Facebook nous pour capable rester connecté avec Alter Radio. Tichèze Ba, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Actualité sous Iléa, c'est élection en République Dominicaine pendant Haïti a débat en bas une crise politique, conseil présidentiel transition en Haïti, gen difficulté pour prendre place li dans paysage là à cause problème interne. Mais en République Dominicaine qui voisin Haïti, y a avancé dans expérience politique pa yo. 19 mai 2024 là, citoyens et citoyennes a voté pour renouveler parlement et puis choisi un nouveau président. C'est signe une stabilité démocratie formelle qui prend pied depuis plusieurs dizaines d'années après République Dominicaine te vive gros crise électorale. Mais il y a un élément dans le débat politique là qui pas jamais changé, c'est rejeter migrants haïtiens, c'est prendre Haïti comme une menace. Qui perspective élection ça est capable d'offrir pour relation Haïti avec République Dominicaine? Sous Tichèze Ba, eh bien, nous gagnons avec nous Edwin Parison, président Fondation Zile, une fondation binationale. Monsieur, c'est un ancien ministre et puis ancien diplomate. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Ba. Edwin Parison, bienvenue sous Tichèze Ba dans Alter Radio. Merci Godson, c'est un plaisir pour moi avec nous. Dernière édition Semaine de la diaspora haïtien qui toujours faite en République Dominicaine, c'était un succès, paraît-il. Eh bien, on dit oui, vu et contexte très difficile et dans lequel Semaine diaspora ça nous arrive à réaliser. Parce que nous avons une électorale et à chaque fois que il y a une élection en République Dominicaine, la question haïtienne dominait l'actualité. Et nous connaissons que et approche qui gagne sous question haïtienne non, sont approche un petit peu négative, donc un pile voix qui pas trop favorable à la présence haïtienne en République Dominicaine. Donc ça t'est un pile inquiétude. D'ailleurs, il y a même des gens qui te conseillent nous et reporter semaine diaspora pour après élection. Bon, nous te fait comprendre que la journée de la diaspora c'est le 20 avril et activités ont toujours faites autour de la journée nationale de la diaspora qui est le 20 avril et nous te quoi que continuer kembe date là était réellement un défi important pour nous et nous essayer de faire avec toute la prudence, avec toute l'intelligence qu'il faut et pour éviter qu'effectivement tu as gagné des boycottages, tu as gagné des groupes et surtout groupes que nous les ultranationalistes et c'est des groupes qui voyaient des messages assez violents et verbalement violents et même des actions violentes contre la communauté et il y a des uniformes noirs sous eux, il y a des drapeaux organisation payo, drapeaux dominicains
et qu'on a allé des fois dans des quartiers à forte présence haïtienne avec des mégaphones pour demander moun quitter zone là. Donc, t'es un peu l'inquiétude par rapport même à la participation de nos compatriotes dans les différentes activités. Parce que semaine diaspora, et c'est justement son semaine d'activité qui vient, année ça, t'es 18 activités qui t'a fait dans 3 villes différentes. Elias Piña pour le lancement, et Santiago, Puerto Plata pour le match de football, la finale. Et parce que bon tournoi qui commençait 1 mois à l'avance, et tournoi à fait, non villes différentes, et année ça, c'était à Puerto Plata. Et nous gagnons plusieurs activités qui étaient faites dans Santo Domingo, et qui est la zone à plus forte présence d'Haïtiens quand même. Donc, et participation de compatriotes, nous, surtout que et toute activité ça a fait non moment côté la direction générale de l'immigration t'est campé et temporairement tous les dossiers haïtiens et en termes de régularisation de statut de nos compatriotes. Donc depuis le conflit qui est provoqué par la construction du canal sur la rivière Massac en septembre de l'année dernière, nous songeons que le gouvernement dominicain prend différentes mesures. C'est 9 mesures que nèg prend et autorité dominicaine prend et parmi mesures ça yo t'es gagné la fermeture des consulats en Haïti, t'es gagné la suspension des vols et entre les deux pays, t'es gagné la suspension des échanges migratoires entre les deux pays, même à la frontière. Donc tout ça t'es metté communauté avec un pile inquiétude et nous t'es pensé que tu n'as même pas qu'à participer à l'activité que nous avons fait. Mais heureusement pour nous, et premièrement, pas de aucune action de boycottage des activités. Deuxièmement, la communauté est habilitée, migratoirement habilitée, et à participer, t'es arrivé quand même, répondre présent à différentes activités. C'est la deuxième fois que lors d'une semaine de la diaspora, nous t'ai gagné la ventilature d'un livre, rédigé par un membre de la communauté. Donc, ça a été fait dans l'université Pucamaima de Santo Domingo avec une présence importante et du secteur étudiantin haïtien qui était vraiment, je dirais, fier de voir qu'un membre de ce secteur, un membre de la communauté, et j'aime se dire là, pour la deuxième fois, et nous gagnons une ventilature dans le livre. Donc, globalement, tout s'est bien passé, et avec la clôture qui est toujours en gala, et son gala, côté que nous invitons des représentants d'organisations de la société civile dominicaine, la presse dominicaine, et son gala côté que nous offrit des prix à des personnalités, des individus, des entreprises qui jouent un rôle important en termes de renforcement des liens entre les deux peuples. Donc pour nous, la semaine de la diaspora, son espace de promotion du bon voisinage, de la bonne convivialité entre Haïtiens et Dominicains, non seulement entre les deux peuples, sinon entre Haïtiens et Dominicains en territoire dominicain. Au-delà de activités ça, comment thème ça a reflété durant semaine-là? Bon, on dit que thème qui était retenu année ça, c'était justement pour une politique de bon voisinage entre les deux pays. Et nous connaissons que relation entre deux pays est passée par des hauts et des bas, et surtout pendant les 3 dernières années, depuis la mort de l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021, question haïtienne vient prendre l'autre niveau en termes d'inquiétude. Nous t'as quand même dit d'inquiétude généralisée. Donc, ou bien le discours des ultranationalistes du secteur de l'extrême droite dominicain qui toujours été, c'est le même discours, un discours où Haïti est vu comme une menace, et là, et à partir de l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a que menace ça, il est encore beaucoup plus évidente. Donc, il y aurait de quoi que si
dans le pays juste à côté, le pays voisin qui est Haïti, il arrive tout un président et pour eux-mêmes, c'est pas seulement les Colombiens et les auteurs, je dirais les auteurs physiques, sinon il y a auteurs intellectuels et côté que vous pensez que parmi auteurs intellectuels, c'est haïtien qui touillait frère qui touillait un président, donc voir et comment il a pensé par rapport à Dominicains, par rapport à la République dominicaine, et c'est justement après l'assassinat de Jovenel Moïse que la question de la construction du mur vient reparaître. Donc, il vient voir qu'il y a toute la justification pour la construction d'un mur pour séparer les deux territoires. Donc, le mur, et c'est un abgade et on a dit la partie idéologique, la partie politique de ce projet, c'est un vieux projet. La question de construction de mur, c'est pas, il ne va pas apparaître après assassinat, il vient reparaître après assassinat Jovenel Moïse. Sinon, ancien sénateur Vinicito Castillo, et là, monsieur était fait un petit bout de temps dans le Sénat, et monsieur était venu avec projet, et non seulement il était venu avec projet, et il était présenté en résolution qui n'est pas arrivé à passer. Parce que aucun des présidents, et je dirais depuis Balaguer a parlé de construction mur, mais ça t'est venu beaucoup plus fort, et sous la présidence de Hippolyte Omeya, et même sur la présidence de les deux derniers mandats du président Leonel Fernandez, surtout que ces deux derniers mandats ont été marqués par une alliance avec le secteur ultranationaliste. Donc, où t'es gagné une présence importante de la famille Castillo au sein du gouvernement des deux derniers mandats du président Fernandez. Donc, ça t'est parlé en pile. Mais, toutefois, ni président Hippolyte Omeya, ni Leonel Fernandez, ni Danilo Medina, ils n'ont pas de jamais d'accord. Ils n'ont pas de jamais accepté. Et parce qu'il y aurait de quoi que Murlan, il quand même, l'a symbolisé en séparation et qui n'est pas normal entre deux pays qui ont partagé un territoire insulaire aussi restreint, aussi petit comme cette île que nous partageons. Donc, l'assassinat en juillet 2021 de Jovenel Moïse vient by toute la justification et à ce secteur ultranationaliste et c'est peut-être ça, on a dit en grande partie que le président Abinader vient monter dans train construction et mur et puis bon l'État dominicain décidé de mettre le budget pour ça et l'État dominicain commencé et travaille dans ce sens-là et mur là est bien avancé. La construction du mur avance, je dirais, à pas gigantesque, malgré que il n'y a pas bien fini lors de ce mandat actuel que le président Abinader a finalisé là pratiquement en août après les élections. Mais ce mur et d'autres éléments contextuels viennent obliger nous à promouvoir ce thème et pour une politique de bon voisinage. Le mur est une décision souveraine de la République dominicaine. Nous pas qu'à faire rien contre qui encore. Toutefois, nous-mêmes, dans l'espace binational, ça a créé les fondations idées, nous devons continuer le travail pour que le mur pas vienne séparer nous, pas vienne mettre nous réellement dos à dos et que nous arriver d'une façon ou d'une autre et rester connectés entre deux peuples et que au-delà du mur qui ça que nous avons continué à faire comme action et pour la convivialité, pour la coopération, pour la solidarité entre les deux peuples. Et à qui niveau nous y est, je vous dis, l'on construit passerelle ça avec communauté dominicaine? Bon, on dit que l'APC est évalué qu'est-ce qu'a apporté la semaine de la diaspora et après 12 ans, et qu'est-ce qu'a apporté la Fondation Zilé qui sont organisations qui créées depuis 2005 et suite justement et après l'assassinat de une dame dominicaine que Maritza Núñez et n'a songé que dans Atillo Palma
et c'est une communauté rurale de la zone du Cibao, et leur autour, il y a Marie-Diane Núñez. Eh bien, c'était pour la première fois, après 1937, que nous en sorte de levée de bouclier contre les Haïtiens, et dans ce cadre-là, il y a 2 Haïtiens qui étaient morts, persécution xénophobe, et depuis 2005, et pendant les années suivantes, nous venons joindre différents cas de persécution collective d'Haïtiens. Donc, ça te vient by, et je dirais, tout le poids pour la décision conjointe entre des personnalités haïtiennes et dominicaines. C'est des personnalités du secteur religieux, c'est des personnalités qui étaient sorties dans la fonction publique ou bien dans la diplomatie. On a parlé de monde tant que Chico L'Espadel, ancien ambassadeur dominicain en Haïti, ou bien qu'on le défunt Guy Alexandre. Et donc, personnalité ça yo, eh bien, nous venons mettre tête ensemble, nous venons dire, faut que nous créions un espace pour la résolution pacifique des conflits, faut que nous créions un espace pour un dialogue permanent entre les deux parties, et un espace tout qui doit contribuer à une meilleure gestion, et nous toujours dit, une gestion transparente des relations bilatérales ou binationales. Donc, l'évaluation nous permet de dire que on a avancé. Il y a des progrès qui fait. Et premièrement, parce que le dialogue est maintenu malgré toute difficulté qu'il y a, malgré tous les problèmes, et problèmes quotidiens, problèmes systémiques dans la gestion des relations entre les deux pays, mais nous avançons. Nous avançons tout en termes de représentation de notre communauté, en termes d'image de notre communauté face à la société dominicaine. Nous devons nous compte à la Fondation Zile que sans le vouloir, et l'on a parlé de la communauté haïtienne en République dominicaine, nous toujours insisté sur des questions qui viennent pour ouais avec les violations de droits humains. C'est en réalité, mais c'est une partie de notre réalité quotidienne. Et surtout, l'on considère que journée aujourd'hui à là, faut que nous autour ou bien près de millions de personnes, soit des migrants ou bien soit des personnes d'origine haïtienne. Et ma pouvons parenthèse pour monde qui pas trop habitué avec les thèmes haïtiens ou dominicains, que gain enquête, alors gain deux éditions de l'enquête ça qui fait en 2012 et en 2017, il y aurait l'enquête nationale sur la migration, ENI 2012, ENI 2017, qui portait des chiffres, et des chiffres que tout le monde admet que c'est des chiffres et c'est des estimations scientifiques. Ouais, parce que depuis sous la guerre, dans les années 70, années 80, il a parlé de ça que nous appelons le million idéologique. On a parlé depuis les années 70, il a dit que bien 1 million d'Haïtiens en République dominicaine. Journée aujourd'hui, moun yo allé jusqu'à dire qu'il y a 3 millions. Il y a des gens qui disent qu'il y a 3 millions d'Haïtiens. Cependant, et bureau que aurait les ONE, Office National, alors c'est ONE, c'est c'est le sigle en espagnol, c'est Office National des Statistiques, ONE, qui sont organes de l'État dominicain, ensemble avec des entités du système des Nations Unies, étant pour le FNOAP, qui occupait de questions de population mondiale, et c'est FNOAP qui, toujours techniquement parlant, assistait pays nous dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, et là, Haïti et République dominicaine. L'on a fait notre recensement, il y a toujours une assistance technique et même assistance financière. Donc, et avec cette assistance technique de FNOAP, ONE fait une estimation en 2012 et en 2017, côté que les migrants, ce que nous considérons comme migrants, ils n'ont pas dépassé 500 000 moun en 2017. Les migrants haïtiens n'ont pas dépassé 500 000 moun. Maintenant, l'on mettait les Dominicains d'origine haïtienne et ils n'ont pas dépassé 255 000 moun en 2017. Nous d'accord qu'il y a eu une croissance et une croissance, je dirais, une croissance évidente, une croissance due
et à la situation de violence que nous vivons en Haïti, et que croissance ça, estimation pas nous, au niveau de la Fondation Zélé, nous t'accab mettre autour de 35 à 40%. On prend dans date là, actuellement, et c'est peut-être ça, nous dit que, journée à là, nous avons autour d'1 million de personnes dans les deux groupes qui forment la diaspora haïtienne en République dominicaine. Mais tout ça reste, je dirais, à être supporté par des études beaucoup plus approfondies et probablement par la prochaine édition de l'enquête nationale sur la migration en République dominicaine. Son bagage qui était fait et depuis la fin de l'année dernière, mais à cause justement premièrement, du conflit qui a surgi autour de la construction du canal, et deuxièmement, nous venons rentrer cette année, en 2024, dans une année électorale, côté nous déjà connaît que question haïtienne, la pile difficulté à être gérée. Donc, les responsables de l'ONE et de FNOAP et d'autres agences du système des Nations Unies, donc, ils ont décidé quitter et enquête ça pour l'année prochaine. Alors, nous pral pour nous parler encore de relations Haïti avec République dominicaine, mais m'aimerais que dans l'étape ça, nous aborder éléments d'actualité qu'on évoquait, leur fait commencer à parler, puisque on t'a dit que nous l'avons année électorale en République dominicaine. Alors, justement, comment échiquier électoral là présenté les présidentielles d'abord? Bon, on dit que à moins qu'il y ait une situation totalement imprévue, mais tous les sondages effectués jusqu'à date et une avance énorme du président candidat et Luis Abinader sur ses adversaires. Et cet échiquier, il y a trois figures principales. Il y a le président candidat Luis Abinader pour le PRM, le parti révolutionnaire moderne, et son parti qui sortit en d'un PRD et Peña Gomez. Ouais, Moun Lajpanyo connaît justement que c'est un parti créé par Peña Gomez après une séparation avec Juan Bosch. Ouais. Donc maintenant il y a l'ancien président Leonel Fernandez du PLD. Alors monsieur sorti dans PLD, il créé propre parti pal qui relève la force du peuple, et monsieur te gagné une expérience malheureuse lors des dernières élections parce qu'il était candidat tout face à Luis Abinader et monsieur perdu, et encore une fois, et cette année monsieur reparaît et sous la bannière de la force du peuple et pour l'essayer et qui performance que le cas fait, qui ça le cas. Mais malheureusement, tous les sondages, il n'a pas là de différentes entreprises, différents groupes et qui fait des sondages en République dominicaine, il y a une avance qui est allée à plus de 25 jusqu'à 30 points, et en plus de Leonel Fernandez. En troisième position, où gagnait le maire, le magistrat de la ville de Santiago, c'est la deuxième ville de la République dominicaine, et c'est Abel Martinez, qui est le candidat du Parti de la Libération dominicaine, le parti de Juan Bosch. Et Abel Martinez, c'est un monde qui était toujours gagné un discours et peu favorable à Haïti et peu favorable à la communauté haïtienne, mais ce discours-là, maintenant, est adopté par les trois candidats. Parce que justement, question c'était qui nuance idéologique, qui nuance en termes de programme qui gagnait entre un candidat et l'autre. Oui, bon, et le PLD a toujours été un parti, je dirais, de centre-gauche. Mais, et ça, c'est et Juan Bosch t'a vu. Mais le PLD, aujourd'hui, bon, d'ailleurs, il y a des gens qui allaient jusqu'à dire, bon, sont sorte de coopération. Son coopération politique
qui pas une idéologie propre et que monsieur Damio en corporation ça yo dégage rejoindre arrive au pouvoir et là arrive au pouvoir donc c'est bénéficier beaucoup plus des avantages d'être au pouvoir de projets de commissions donc c'est des opérateurs politiques c'est le mot donc t'es grand pile et corruption et durant les mandats du PLD d'ailleurs le président Luis Abinader qui a été, je dirais, le bénéficiaire d'une campagne anticorruption qui surgit de la société civile dominicaine. Son bagage a été relé la marche verte. La marche verte, pendant le dernier mandat de Danilo Medina, il a fait pile démonstration, et surtout à la capitale dominicaine, pour lutter contre la corruption, et qui était réellement criante et sous le PLD, et c'est ça qui a contribué énormément à la victoire de Luis Abinader. Monsieur vient obligé, d'une façon ou d'une autre, qu'aimer cette lutte anticorruption. Et l'une des décisions politiques les plus importantes, c'était de nommer, et c'est pour la première fois que ça fait, on a dit pendant les 50 dernières années en République dominicaine, nommer un procureur indépendante. Et il choisit une prestigieuse dame qui sortit dans le corps judiciaire de la République dominicaine, mais son monde que nous connaissons personnellement, parce que son avocate qui était commencé justement dans ONG catholique. Et côté moi-même particulièrement, l'homme a travaillé en tant que prêtre actif de l'église épiscopale, donc nous avons des rapports très serrés. Et il y a des cas de réfugiés, des cas et de monde qui est en difficulté, donc, et en difficulté avec la loi. Donc, c'est Myriam German Brito qui était occupé de Kassayo pour nous à l'église épiscopale, malgré qu'il était dans ONG catholique. Donc, c'est elle, et avec équipe li, et qui justement était occupée de persécuter les responsables de corruption sous l'ancienne administration de Danilo Medina. Jeudi à la et on a dit que ce drapeau anticorruption de Abinader, M. Touzou Kimbeli, mais en ce qui a trait à la question haïtienne, c'est ce qui nous intéresse. Yon haïtien et capé, soit qui est en République dominicaine, ou bien qui est en Haïti, ou bien qui n'importe qui côté, évaluation que l'État souhaité faire, ou bien ça l'État souhaité comprendre, c'est qui des trois candidats pourrait être beaucoup plus favorable à Haïti. Et il est difficile de faire un choix. Et vu tous les problèmes que nous avons gagnés, que nous joignons sous l'actuelle administration, et le conflit autour du canal, et puis il y a Abel Martinez qui est magistrat de la ville de Santiago, et communauté haïtienne n'a pas une bonne impression de lui à partir de discours que le Kimbé. On a dit des trois, et Lionel Fernandez qui a une expérience totalement différente avec Haïti. Lionel Fernandez, et pendant les années 90, la mi-année 90, le arrive au pouvoir, et en 96, et il était participé activement et avec le défunt président René Préval et à la création de la commission mixte bilatérale. Et à cette époque-là, il y a des échanges réellement intéressants qui t'ont fait entre deux pays. D'ailleurs, le Lionel Fernandez, monsieur était venu en Haïti, fait des visites, son visite historique que monsieur était fait après 75 ans que pas de jamais gagné. Et on visite d'un chef d'État dominicain, donc Lionel Vini, et puis Lionel dormi en Haïti, Lionel dansait au rythme de string, le string était en vogue. Et puis, alors, il y avait Lionel comme chef d'État, Lionel l'intellectuel, qui t'a dirigé tout, et sa fondation, qui est les fondations globales. Et au niveau de la fondation, monsieur était créé, et ça que nous relais, et un forum, le forum permanent haïtiano-dominicain. Tichèze Ba. Edwin Parison, nous allons obligé de prendre une petite pause technique et nous allons retourner tout à l'heure. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio.
Tichèze Ba. Alter Radio. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser son travail à le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Ouais, c'est celle qui mise au pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Tichèze Ba. Tichèze Ba sou Alter Radio. C'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous jeudi. Edwin Parison, c'est président Fondation Zile. C'est une fondation haïtiano-dominicaine, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et puis tout, c'est un ancien diplomate haïtien qui connaît bien réalité dominicaine, et c'est de ça qu'on a parlé, le moment côté, nous l'avons conjoncture électorale en République dominicaine, et tout à l'heure, on a présenté nous 3 candidats qui pratiquement pral troquer konyo. En effet, et puis nous t'avons parlé de Lionel Fernandez en repose là. Et Lionel Fernandez qui gagne des relations, qui te gagne des relations assez rapprochées avec Haïti, mais qui, au moment de l'arrêt du tribunal constitutionnel en septembre 2013, eh bien, monsieur Litevin prend position en faveur de l'arrêt, et ça qui t'est frappé sérieusement et communauté haïtienne non, et monsieur alors Litevin fait alliance avec les groupes ultranationalistes et connus de la République dominicaine, et ça qui tout Litevin interprété de façon très négative du côté haïtien qui t'a suivi l'évolution et de ce chef d'État et dominicain, et l'un des politiciens et les plus en vogue en République dominicaine. Et malgré, nous t'as dit, cet intérêt intellectuel que toujours maintenu et pour Haïti et sur Haïti. À partir de l'arrêt 168-13, et un pile monde en Haïti vient comprendre et que ça que Lionel t'a démontré, et, politiquement parlant, c'est très différent. Alors, nous nous retrouvons, c'est ça nous t'a dit tout au début, nous nous retrouvons avec 3 candidats qui, journée jeudi, et ou pas senti dans le discours que son discours de rapprochement avec Haïti. Pas un discours et la migration haïtienne toujours un thème dans le débat électoral là? Oui, son thème important dans le débat électoral, son thème important. Et d'ailleurs, et pour la première fois, et ça c'est très important de le souligner, pour la première fois dans l'histoire électorale de la République dominicaine, il est arrivé faire un débat présidentiel. À ce débat présidentiel, c'est ces 3 personnalités qui étaient participées, parce que en total, il y a 5 candidats à la présidence. Parmi ces 5 candidats, bon femmes. Et Mtaka dit que c'est la femme Maria Teresa, c'est la seule personne, c'est la seule personnalité politique en République dominicaine qui montrait un discours beaucoup plus objectif sur la question haïtienne. Mais elle n'est pas parmi les 3 principaux candidats. D'ailleurs, et 2 autres candidats n'ont pas participé dans le débat électoral là, parce que justement, l'un des critères de participation, c'était d'avoir, pour que vous participez dans le débat électoral là, parti politique ou un, t'es doué obtenu au moins 10% des voix lors des dernières élections.
Donc, c'est cette raison qui fait que exclut les 2 autres candidats sur 5. Et donc, on a eu ce débat historique pour la République dominicaine avec les 3 principaux candidats, mais sur la scène du débat, ouais, l'on regarde des scènes côté débat organisé, où t'es gain 5 moun, les 3 candidats et les 2 modérateurs animateurs. Sur 5 personnes, t'es gain 4 moun qui d'une façon ou d'une autre t'es lié à la migration ou au flux migratoire. Et nous allons le décrire là. Premièrement, c'est le président candidat, Louis Abinader, qui est de la communauté libanaise. Ouais. Et c'est grand-papa monsieur qui était venu du Liban et qui était sorti famille Abinader là, sorti dans communauté et je dirais très humble, très pauvre du Liban. Et son communauté, le monsieur vient gagner la présidence. Eh bien, ils mettent en gros billboard dans la petite communauté ça pour saluer et l'arrivée à la présidence d'une personne originaire de cette communauté. Donc c'est un bagage qui te crée en fierté pour eux. Et le président candidat Louis Abinader ouvertement dit très clairement qu'il est fier que dans 20 a coulé le sang libanais. C'est une grosse rencontre des Libanais qui était faite il y a quelques années. C'est une rencontre mondiale des personnalités libanaises dans le monde. Et le président candidat Louis Abinader a une possibilité, a une opportunité pour participer dans la rencontre ça. Ou gagné l'ancien président Leonel Fernandez. Il n'est pas d'origine étrangère, mais cependant, monsieur t'es vivre aux États-Unis comme migrant. Donc, monsieur fait plusieurs années avec famille, le moment t'es move de la République dominicaine vers les États-Unis. Là, me parler là de New York. Côté grande partie de formation académique, monsieur, faite à New York. Donc à un certain moment, monsieur était diaspora. Monsieur était diaspora. Donc, son monde qui connaît question migratoire. Et puis, les 2 modérateurs, c'est intéressant de le voir, les 2 modérateurs, et ces 2 figures prestigieuses des médias dominicains, de la télévision dominicaine particulièrement. Youn, c'est Roberto Cabada, qui sont présentateurs de nouvelles. C'est les nouvelles à plus haute audience en République dominicaine, de la chaîne Télésistema. Monsieur, c'est un Cubain qui nationalisé et dominicain. Et ensuite, l'autre modératrice, c'est Carolina Hernandez, qui sont vénézuéliennes, qui ont des années en République dominicaine. Et puis, vous pouvez aborder la question migratoire. C'est de Haïti seulement vous parlez. C'est de Haïti seulement vous parlez. République dominicaine, son pays, côté il y a différentes communautés ethniques, ou bien chinois, ou bien les Européens, dans de différentes nationalités, les Italiens, les Espagnols, ou bien des Français, ou bien les Nord-Américains, les Canadiens. Oui, puisque c'est quand même un pays de la Caraïbe, et c'est une caractéristique Caraïbe, là, c'est terre de migration. Effectivement. Mais, lorsqu'on parle de la migration en République dominicaine, c'est fondamentalement de la migration haïtienne, et toujours en termes négatifs, c'est pas jamais une immigration qui contribuait, ce qui est totalement faux, hein, parce que c'est une immigration qui a contribué à différents niveaux, et n'a contribué la main-d'œuvre que nous apportons, son contribution importante liée pour la République dominicaine. Parce que c'est grâce à la main-d'œuvre, ça, à l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne, que la République dominicaine a participé de façon active et en termes de compétitivité et dans toute région. Et c'est grâce à la main-d'œuvre et l'usage intensif de cette main-d'œuvre haïtienne que cette croissance économique soutenue que la République dominicaine a gagné est bien partie et nous porter en contribution énorme à cette croissance économique. Et moi, j'ai toujours dit ça, que même lors du pays loc, le pays loc sanitaire qui a été provoqué en République dominicaine à cause du Covid. Mais il y a un secteur qui n'a pas de jambe campé, qui n'a pas de jambe loc vraiment,
c'est les ouvriers haïtiens qui sont obligés à travailler dans les champs pour permettre que les produits comestibles arrivent vers les villes. Parce qu'ils ont toujours continué à travailler. Et c'est grâce à eux que les supermarchés continuent à recevoir des produits pour l'alimentation de la population dominicaine. Donc, en bref, les 3 candidats que nous avons aujourd'hui en République dominicaine, j'en t'ai dit tout à l'heure là, aucun des candidats offrit un discours de rapprochement ou de renforcement des liens avec Haïti ou de reconnaissance de la contribution de la communauté haïtienne en République dominicaine. Ou pas attendre ça d'aucun des 3 principaux candidats. Autrement dit, donc, pas rien qui nouveau. Nous garder débat politique là en général en République dominicaine. En effet, parce qu'il y a une différence que nous toujours fait et au niveau de la Fondation Zile, l'on a gardé l'évolution des autres communautés haïtiennes en Amérique du Nord ou bien en Europe. Nous voyons que ce qui est politiquement correct en Amérique du Nord, qui est l'intégration des immigrants, des différents groupes ethniques, des minorités, intégration Mounsayo, et ça fait partie d'une politique d'ouverture des différents candidats. Bon, on vient de rejoindre un candidat comme Trump et qui gagne une position totalement contraire. Mais ça sort de l'ordinaire. L'ordinaire aux États-Unis, notamment, eh bien, c'est cette diversité ethnique, culturelle, et puis où toujours jouer un discours qui est favorable à la participation des groupes minoritaires. Et d'ailleurs, il a cherché justement et montrer que en faveur de cette intégration sociale, politique des immigrants et des groupes minoritaires. Donc, c'est le politiquement correct aux États-Unis. C'est totalement le contraire en République dominicaine. Le politiquement correct, c'est de démontrer une certaine distance. C'est d'attirer l'attention sur ça que Haïti a représenté comme menace. D'ailleurs, Yodo, Haïti est une menace permanente et sur la République dominicaine. Yo d'accord que Haïti n'est plus une menace militaire, mais que Haïti, en raison de la situation actuellement, l'influence des gangs et le chaos en termes de gouvernance, et l'instabilité institutionnelle que nous gagnons dans le pays, nous, donc, ils considèrent comme une menace permanente pour la République dominicaine. Donc, il faut non seulement la construction du mur, mais il faut l'expulsion de tous les sans-papiers haïtiens. Et alors, son bagage est même au-delà des sans-papiers. Dans certains cas, on attend des gens qui disent qu'il faut expulser tous les Haïtiens de la République dominicaine, que nous n'avons pas besoin d'eux, nous n'avons pas besoin d'eux ici quand même. Mais alors, on toujours que très sensible sur le épinglé au niveau international sous question de discrimination. Il réagit très vite et très fort par rapport à ça pour montrer que son pays civilisé qui considérait tout le monde tant que le monde. Oui, en effet. Et non seulement que les politiciens qu'on réagit, ou a besoin que même des acteurs de la société civile réagissent parce qu'ils sont très jaloux de l'image internationale de la République. Donc, ils n'ont pas joué avec ça. Et ils ont entendu sur ça. Ils ont entendu sur ça les différents courants politiques ou bien des acteurs de la société civile dominicaine. Mais ils ont allé plus loin que cela. République dominicaine fait signer un contrat avec un groupe de lobbyistes aux États-Unis à Washington. Simplement parce que un rapport de Amnesty International mettait à nu ça que nous avons dit là. En fait, son barrage que nous pas qu'à nier. Nous pas qu'à nier le fait que il y a une sorte de profilage racial. Là, a parlé de contrôle migratoire. Sous nos autobus cap sorti de la zone frontalière vers la capitale de la République dominicaine, ou a passé par 15 ou bien 17 checkpoints pour yo gain des militaires ou bien des agents des services d'intelligence, soit M2, J2, DNI, cap monter dans bus là. Et cap mandé seulement moun qui gain pour nous, moun qui répond à profil que fait de haïtiens
c'est moun ça seulement demandé et présenter un passeport. Y a dit passeport carrément, oui. Et moun nan gen nation dominicain. Moun nan gen nation dominicain. Et moun k'ap demandé l'autre là présenter passeport, son moun qui gen droit à popi noir que moun k'ap questionnaire. Donc là son réalité. Et même l'autre jour, nous avons remarqué ça que ils ont agressé un membre des forces de l'ordre que t'es quoi qui était haïtien alors que c'est un dominicain que l'était. Et c'est pas le premier cas. C'est pas le premier cas. Et ouais, il y a peut-être 2 ans, t'es un cas similaire. Et donc, il faut bien que nos amis dominicains ils prennent conscience de situation ça. Et ils prennent conscience que la République dominicaine, depuis le massacre de 1937, est sous je dirais, vigilance, est sous l'œil des groupes internationaux de droits humains, parce que c'est pour la première fois que ça a été fait dans la région noire. Et on massacre d'immigrants et massacre de noirs en République dominicaine. Et son massacre qui était affecté, et non seulement des Haïtiens comme tels, mais Jean Abdillah, et si les rapatriements d'aujourd'hui affectent la population noire dominicaine, alors son population noire qui quand même répond à un profil que eux-mêmes ils ont élaboré par rapport à l'être haïtien. Et donc c'est tout à fait normal, on dit normal entre guillemets, que lors du massacre, il y a des Dominicains à peau noire qui quand même étaient affectés par la situation ça. D'ailleurs, même la famille de Peña Gomez est obligée, et bon, la famille de Peña Gomez c'était des Haïtiens. Et Peña Gomez est obligé de cacher l'on côté, malgré que il était fait en territoire dominicain, mais son famille dominicaine qui est obligée de préserver lui pour que il n'ait pas perdu la ville lors du massacre. Donc, un pays qui était vivre une situation comme ça, il faut qu'il y ait des efforts importants qui puissent être réalisés pour changer cette image négative que le massacre a provoqué dans certains organismes de droits humains internationaux. Donc, c'est pas à chaque fois on doit éviter que à chaque fois la République dominicaine soit questionnée, soit pointée du doigt, soit mise sur le banc des accusés à cause de décisions, à cause d'une action quelconque, et soit au niveau gouvernemental, soit au niveau étatique, ou bien soit au niveau d'un fonctionnaire quelconque. Edwin, par exemple, on nous dit un petit mot sur le dynamisme de la vie politique en République dominicaine même. Pendant les dernières années, la façon de faire la politique il y aller au-delà de la rhétorique. On va y aller au-delà de discours, de débats, et que décisions et citoyens est faites à partir de des offres en termes de discours, en termes de politique publique que candidat a fait. Donc, il est plus basé sur la capacité des partis politiques à mobiliser les électeurs pour bagay que relé l'omio. L'omio, c'est sac pour moi. Ouais, et c'est dans la culture politique dominicaine, sac pour moi. Électeur, il doit qui ça pas l'avantage personnel parle. Ouais, il doit que bon, s'il peut voter pour un candidat ou bien il peut voter en faveur d'un parti, et est-ce que là besoin d'un job? Est-ce que une famille a besoin d'un job? Et donc, c'est le clientélisme politique qui s'est établi en République dominicaine qui fait que, même lors des dernières élections municipales, observateurs internationaux et observateurs nationaux, parce qu'il y a des organismes nationaux qui quand même fait l'observation électorale, eh bien, dans le rapport final, ils ont dénoncé le fait que la pratique de ça les louer ou bien vendre carte électorale là, il continuait. Et pour un haïtien qui pas comprendre ça m'a dit et qui pas habitué avec système politique dominicain, et te m'expliquer rapidement de qui ça n'a parlé là, Godson. Et là on dit
et nous pral vendre et carte d'identité à que les cédules en République dominicaine, c'est simplement un parti politique ou bien un militant politique qui gagne comme nomen li recevoir de parti politique que la représenter, hein? Donc il gagne comme nomen pour capable bail un citoyen dominicain 1500 pesos ou bien 2000 pesos en échange que citoyen dominicain ça bali remettre li carte électorale qui c'est à la fois la carte d'identité nationale. Donc c'est une façon pour que citoyen ça li parle voter en faveur d'un candidat adverse. Ouais, parce que et militant politique ça travail c'est localiser, identifier des moun qui c'est des membres ou bien des sympathisants d'un parti adverse. Donc, ils ont empêché, ils prennent une carte d'identité à Nameni en échange de 1500 2000 pesos et puis ils ont empêché que moun sa al voter. Donc, et c'est moun payo seulement qui a voté. Ouais, donc, son pratique qui est très commune et qui continue malheureusement, donc qui affectait, je dirais, et ils ont le renforcement démocratique, la transparence dans le jeu démocratique, ouais, et ça malheureusement est pas bail la possibilité pour que le citoyen dominicain, l'électeur dominicain est capable de voter à partir, j'en ai dit tout à l'heure là, et de messages, d'offres électorales qui basées sur politique publique beaucoup plus intéressant et pour les citoyens dominicains. Quel niveau de participation généralement que enregistré dans l'élection? Il y a toujours allé au-delà de 55% et il y a toujours un niveau de participation acceptable et année ça et on t'a dit que les Dominicains habilités à voter et sur le territoire même, il y a près de 7,8 millions ou bien près de 8 millions d'électeurs. Et dans la diaspora, c'est important à le dire pour le public haïtien captain Binou, dans la diaspora, il y a près de 800 000 électeurs. Et la participation de la diaspora est aussi importante. Et lors des dernières élections, les votes de la diaspora étaient aidés en pile à la PRM. Et il a pensé, selon un sondage qui fait, que le PRM, le parti au pouvoir en République dominicaine, capable d'obtenir une nouvelle fois la majorité des votes dans la diaspora. Et cette diaspora qui était politiquement active, parce que il a arrivé obtenu depuis quelques années le droit au vote, il a arrivé obtenu tout la représentation parlementaire, parce que gagner des députés que y aurait des députés d'outre-mer qui représentaient des régions importantes de la diaspora dominicaine, tant de l'Amérique du Nord comme de l'Europe. Donc, c'est pour l'occasion tout pour que députés ça yo participer dans la journée électorale là et que les Dominicains de la diaspora votaient en faveur. Autrement dit, le moins fait un bilan de tout ça nous dit là, perspective relation haïtiano-dominicaine yo pas très différent de ça nous gagne aujourd'hui là, tenant compte du fait que il y a une forte probabilité que c'est une continuité gain au niveau de la politique en République dominicaine. En effet, moi partager et même approche là et moi partager même certaines inquiétudes. Bon, nous autres, nous avons décidé au niveau de la Fondation Zilé et pour nous préparer un document et n'attendre que l'élection finit là et pour nous préparer un document propositif. Un document propositif, on a dit pour une nouvelle vision des relations dominico-haïtiennes ou haïtiano-dominicaines et en essayant de comprendre les deux parties, en essayant de comprendre et ça qui passe en République dominicaine, pour que ça ait toute inquiétude ça et en essayant même de comprendre que et des fois les présidents, les chefs d'État de la République dominicaine, il est difficile pour eux, politiquement parlant, d'aller contre le courant. Donc, ils sont obligés d'une façon ou d'une autre
et tenu compte de un courant qui est hautement négatif par rapport à Haïti. Toutefois, il y a une responsabilité si vous voulez vraiment gagner des rapports harmonieux, gagner des rapports transparents avec la République dominicaine, il y a la responsabilité en tant que leader principal, eh bien, de réorienter cette opinion publique. Opinion publique, ça, qui vient de négatif à Haïti, c'est parce que le discours officiel, ça que attendait de leurs dirigeants, ça que attendait des directeurs d'opinion, son discours totalement négatif. Donc, il est clair que ce discours négatif gagne un impact et beaucoup plus large dans l'opinion publique. Alors, en 2 minutes, pour nous finir, Edwin Parison, et il y a un petit problème qui mérite éclairci, mais j'espère qu'on a fait ça vraiment rapidement. Et la question haïtien qui a voyagé en République dominicaine, depuis après mesure qui te prend la question construction canal là, je vous dis, il y a une bonne inquiétude qu'a exprimé. Est-ce qu'on a profité de espace ça pour porter quelques éclaircissements des informations essentielles pour haïtiens? Effectivement, ça que public haïtien doit comprendre, à partir des mesures adoptées autour du conflit avec la construction du canal sur la rivière Massac, la République dominicaine a adopté 9 mesures. Parmi ces mesures, il y a la suspension des vols, il y a la fermeture des consulats, et il y a la suspension des échanges migratoires entre les deux pays. Donc, ça que nous devons comprendre, journée aujourd'hui, un Haïtien muni d'un visa dominicain, aujourd'hui n'est pas autorisé à voyager en République dominicaine. Parce que, jusqu'à présent, ça se maintient la suspension des échanges migratoires. Pas de migration légale, formelle entre Haïti et la République dominicaine. Et les vols sont suspendus et sur la voie terrestre, non plus, pas d'échange. 1. Mais 2, un Haïtien muni d'un visa américain, canadien ou Schengen, ou un résident haïtien aux États-Unis, yon bénéficiaire du programme Biden, gen doit utiliser la République dominicaine comme pays de transit pour y aller vers une destination finale. Ok, nous avons une nuance là. Si un haïtien, même l'on a un visa dominicain, la vie dans la République dominicaine, il n'a pas de droit. Il n'a pas qu'à faire voyage ça actuellement. Mais un haïtien qui a un visa Schengen, visa canadien, visa américain, ou bien Biden, capable passer par la République dominicaine pour aller vers une autre destination. En troisième cas, c'est le cas des Haïtiens qui se retrouvent à l'extérieur de l'île. Il y a un Haïtien qui retrouve aux États-Unis, qui retrouve en Europe, qui retrouve n'importe qui côté, mais qui ont un visa américain, qui ont un visa canadien, qui ont un visa Schengen, qui a une fête tourisme en République dominicaine, s'il vous plaît. Pas aucun, pour le moins, de façon formelle et officielle, pas aucun empêchement sur ce point. Donc, nous connaissons qu'il y a eu des cas dénoncés dans les réseaux sociaux. Nous avons regardé une jeune petite dame qui était apparemment à l'aéroport Miami, bloqué. Donc, nous avons essayé de prendre plus d'informations parce qu'il dit que lui-même est résident, mais il dit qu'il faut avoir un visa. Donc, bonne confusion, et nous ne connaissons pas si confusion ça a créé, je dirais consciemment, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une conjoncture électorale. Il ne faut pas oublier que nous sommes à 1 semaine des élections. Et que la question haïtienne en République dominicaine sont questions fondamentalement politiques et ils ont utilisé tous les moyens pour maintenir cette question et dans l'opinion publique, dans l'actualité et, encore une fois, je le dirais, de façon négative. Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, nous avons avec nous Edwin Parison, c'est président Fondation Zile, monsieur c'est un ancien ministre et un ancien diplomate haïtien tout. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar, merci en pile, ou même qui t'a regardé nous tout, n'a pas remercié, on a mis quoi, c'est Godson Pierre. Pas oublier, abonnez sous chaîne nous avec page nous, et puis, la semaine prochaine, en attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvel en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.